Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast de Radio Berlioz. Alors, riche d'une histoire de plus de 350 ans, l'Opéra National de Paris est une entité qui est répartie en deux lieux, le Palais Garnier, le célèbre Palais Garnier, et l'Opéra Bastille. Bon, alors pour l'anecdote, il y a aussi un autre opéra à Paris, c'est l'Opéra Comique. En tout cas, l'Opéra National de Paris, c'est plus de 400 levées de rideaux par an, c'est presque 900 000 spectateurs par an, c'est énorme. L'Opéra National propose vraiment une programmation qui est riche avec des ballets, des opéras, des concerts et puis surtout une programmation aussi qui est dédiée au jeune public. Donc j'avoue que moi, je trouve ça assez formidable. J'avais envie de m'intéresser un petit peu à l'opéra et plus exactement au rôle des musiciens, comment on devient musicien pour l'Opéra de Paris. Alors heureusement, j'ai de la chance, j'ai des relations. On a une professeure au conservatoire du 10e qui est musicienne là-bas et qui s'appelle Marie. Bonjour Marie. Bonjour David. Alors Marie, t'as réalisé ton rêve, puisque ça y est, maintenant tu es musicienne à l'Opéra de Paris. Juste avant, je vais te laisser te présenter rapidement, nous dire un petit peu qui tu es, puis un petit peu ton parcours. Merci. Tout simplement étudiante en Normandie. J'ai commencé le corps assez jeune. Mon papa était musicien, donc c'était un petit peu obligatoire. Donc, tu enseignes le corps, c'est vrai que je l'ai pas dit. Oui, j'enseigne le corps. Et mon papa était professeur de trompette, donc c'est vrai qu'il y a une histoire familiale aussi dans l'enseignement, dans ma famille. J'ai fait mes études à Rouen, à Paris. Je suis rentrée au Conservatoire de Paris national, Porte de Pantin, qui est une très belle institution qui permet plein de choses, de voir beaucoup de choses, de partir en Erasmus, de faire des voyages, de jouer avec plein de chefs, de faire plein de belles choses, d'apprendre son métier. J'ai eu la chance après d'intégrer la garde républicaine avant la fin de mes études, donc un petit confort aussi financier qui était chouette pour moi. Ensuite, ça a été plus long. J'ai passé beaucoup de concours. J'ai eu des périodes où j'avais plus envie de faire des concours, où je suis revenue au concours, plusieurs phases. Et je suis rentrée donc en avril 2025 à l'Opéra. J'ai passé le concours, j'ai gagné et j'ai intégré en septembre. Je commence comme ma rentrée des classes, tout simplement à l'opéra. Voilà. Alors avant de parler plus précisément de l'opéra, j'aurais juste un petit peu parlé de l'instrument qui est le cor, parce que c'est pour moi un instrument qui n'est pas non plus le plus emblématique. Tu m'en veux pas si je dis ça. Comment on appelle un musicien qui joue du cor? Comment on dit? Un corniste. Un corniste, d'accord. Voilà. Alors dis-moi des petites infos sur le cor. Alors le cor, c'est un instrument qui fait partie de la famille des vents, plus précisément des cuivres, les trompettes, les trombones, les tubas. Et on est un peu moins connu que la trompette et le trombone, quoi. Voilà, tout de suite, c'est des instruments qui ont eu plus de visualisation à travers l'époque, parce que il y a eu le jazz, il y a eu par la télévision aussi plein de choses. Le cor, c'est un instrument que vous entendez partout. Vraiment dans la musique de film, mais partout. Si vous aimez les Harry Potter, les Star Wars, les Dune, tout ce que vous voulez, il y a du corps dans tous les thèmes. Le thème de Luke Skywalker, de Leia, c'est le corps tout le temps. Donc c'est un instrument qui fait vraiment partie de la musique, que vous entendez vraiment inconsciemment, mais que vous ne repérez pas forcément. Et visuellement, il fait penser un petit peu à l'instrument un de ses ancêtres, le cor de chasse. Il a une forme un petit peu arrondie avec un grand pavillon, et c'est un instrument qui a beaucoup évolué, comme beaucoup d'instruments avant au fil des années, de la période classique. Il y a eu des ingénieurs qui ont créé des pistons, des valves, des palettes, et qui nous ont aidés à faire évoluer l'instrument. Voilà. Ok, allez, on va parler de l'Opéra de Paris. Pourquoi toi tu as eu cet attrait pour l'Opéra de Paris? Qu'est-ce qui t'a plu? Qu'est-ce qui te fascinait? Honnêtement, tout de suite, ce que je peux dire, c'est la voix. La voix, je trouve que c'est ce qui transmet le mieux l'émotion. Donc, après, je fais aussi partie d'une famille de musiciens, donc on écoutait beaucoup de musique quand même aussi. Beaucoup d'opéra du coup? Aussi beaucoup d'opéra. Mon père a travaillé beaucoup à l'opéra, donc c'est vrai que les grandes périodes, Pavarotti, tout ça dans les années 90, j'ai beaucoup écouté, et c'est vrai que écouter petit de la musique, ça fait toujours du bien. Et il y a toujours des choses qui restent, en fait, des traces, et c'est important de faire écouter de la musique aux enfants, vraiment. N'importe quelle musique, mais faire écouter de la musique.
T'as raison. Et la voix... Donc tu as été bercé un petit peu par cet univers musical. Oui, et je crois qu'assez inconsciemment, c'est là où je trouve plus ma place. Jouer en fosse, j'aime beaucoup, plus que d'être sur scène, d'être en lumière en fait. Je préfère être en dessous. Et puis c'est ce mélange des arts, parce qu'on a de la danse, de l'opéra, des chanteurs, on a parfois des danseurs, des circassiens, des figurants. C'est un spectacle. On fait pas un programme, on fait un spectacle. Et ça, j'aime l'idée du spectacle vivant qui est proposé. Comment on devient réellement musicien à l'opéra? Tu as parlé d'audition tout à l'heure, comment ça se passe? Exactement. Alors, pour être musicien d'orchestre, il faut passer des concours. D'accord. Donc, ils vont se dérouler sur 3 tours en général. On va avoir souvent les 2 premiers tours qui sont anonymes, si vous voulez. Il y a derrière un paravent. On passe derrière un paravent. Tu vois pas le jury? Non, on voit pas le jury. C'est The Voice, quoi. C'est un peu The Voice. C'est ça. Et il se retourne ou pas? Et si on se retourne, c'est qu'on est arrivé en finale. Ouais. Donc du coup, il y a un petit côté un peu anonyme au début. D'accord. Donc ils font que t'écouter et c'est une musique que t'improvises? Alors non, on a un programme qui est donné et en général, on va avoir un concerto, des traits d'orchestre. Ça dépend des tours et puis après on est testé. La finale, on est testé avec le jury qui nous regarde, qui peut nous demander des choses, il y a une interaction qui peut se passer. C'est pas bizarre de jouer sans être vu? Ou c'est peut-être plus facile? C'est étrange parce que c'est très déconnecté de ce qu'on fait en fait. On jouait comme ça devant sa glace. Alors oui, c'est un truc qui est très personnel. Finalement, on travaille toute la journée tout seul nos instruments, mais pour donner de l'âme, pour donner l'impression de ce qu'on a envie de faire passer, c'est pas toujours facile le paravent. Ouais. Ok. Donc tu as trois concours, du coup, 3 passages. 3 tours. Trois tours. Voilà. Okay. Donc à la suite du premier tour, ils sélectionnent un nombre de candidats. À la suite du deuxième tour, ça diminue à chaque fois. Et puis voilà, au final, ils prennent ou ils prennent pas. Ils prennent pas. Mais avant là de passer ce concours, tu as déjà joué pourtant à l'opéra? Oui, et puis c'est un concours que j'ai passé plusieurs fois. Oui, mais donc, sans avoir le concours, tu peux aussi te retrouver sporadiquement dans l'orchestre? Oui, tous les orchestres ont besoin de supplémentaires, ce qu'on appelle des supplémentaires, parce que on va faire une œuvre avec 8 corps par exemple, donc il va falloir plus de corps que ce qu'on a dans l'orchestre, donc on appelle des gens en plus. Parfois il y a des malades, il faut remplacer, parfois il y a des postes vacants, ils veulent essayer des gens, il y a plein de... Donc tu avais déjà travaillé effectivement pour l'opéra, mais en... Oui. Et puis je suis pas toute jeune, 40 ans. T'es pas toute jeune? Non, je suis pas toute jeune, donc c'est vrai que j'ai une vie avant tout ça. D'accord. Et c'est vrai que ça fait partie de ça. Voilà. Une fois que tu réussis le concours, donc tu fais partie de l'orchestre, t'es titulaire? Comment ça se passe? CDI, c'est quoi? C'est un CDI, oui, tout à fait. Oui, une période d'essai, puis c'est un CDI, oui, tout à fait. Ok. Il y a combien d'orchestres à l'Opéra de Paris? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5? Vous êtes combien? Techniquement, il y a... toute la programmation? Oui, tout à fait. Bonne question. Il y a, officiellement, il y a 2 orchestres. D'accord. Voilà. Il y a 2 équipes parce qu'il y a énormément de programmation, donc on peut pas tout faire. Et même comme ça, c'est vraiment un planning qui est difficile, l'opéra. C'est plus difficile, je critique pas mes collègues de symphonique, mais on va dire que le planning est plus soutenu à l'opéra parce qu'on va répéter, je sais pas, parfois 10, 12 fois des ballets, on peut les faire 30 fois. Donc s'il y a 30 ballets, 30 soirs d'affilée, parfois, il faut couper en 2 et puis caler aussi les autres opéras qui sont entre temps. Donc, il y a vraiment des phases où... Il y a 2 orchestres, tu joues qu'avec un seul orchestre, t'es jamais avec le deuxième. Alors si, ça peut tourner. Ouais. Bon, cette année, je suis plutôt avec un orchestre, mais je peux aller remplacer de l'autre côté. Oui. Moi, je conçois pas 2 orchestres. Pour moi, je fais partie des 2 de toute façon. Pour moi, le pupitre de corps, c'est les 2 réunis. J'ai pas de... Ouais. T'as combien de musiciens à peu près dans un orchestre? Pour avoir une petite idée. À peu près un orchestre comme ça, il y a eu, je dirais 90. Ok. Tu as parlé tout à l'heure vous êtes dans une fosse, c'est-à-dire que si je viens à l'opéra, je ne te verrai pas. Si, parce que c'est une fosse qui est ouverte quand même. Quand même, on voit un petit peu. Sinon, la musique resterait complètement dans la cave. Non, c'est une fosse qui est ouverte, qui passe juste devant la scène, un tout petit peu en dessous aussi. Et on est par contre dans le noir. On a juste des lumières de pupitre. On n'est pas éclairé comme sur scène. Tu vois absolument rien de ce qui se passe sur scène. Ça dépend comment on est placé. Mais c'est vrai qu'on va dire que les violonistes, les gens qui sont proches de l'autre côté, on va dire proches du public, eux, ils peuvent avoir un
petits visuels. Nous, on est plutôt quasiment en dessous de la casquette, ce qu'on appelle la casquette en dessous de la scène. Donc on voit pas toujours, mais. Attention, tu regardes surtout ta partition et ton chef d'orchestre. Oui, bien sûr, bien sûr. Sérieux, t'as pas le choix. Il y a combien de corps à peu près dans un orchestre et est-ce qu'il y a des, je sais pas, des positions, des termes spécifiques selon ce que vous faites? Ouais, tout à fait. Alors dis-moi. Bonne question. Merci Marie. Il y a donc 5 corps dans l'orchestre, on fait 5 et 5 personnes. Ouais. Voilà. Il y a 5 personnes pour 4 postes. Okay. D'accord. Il y a un poste de premier et de troisième qui vont être des corps aigus, des corps qui vont jouer plutôt sur le haut de la tessiture. Et les corps 2 et 4 vont jouer plutôt sur le bas de la tessiture. Ça veut dire que vous avez des corps différents au niveau de l'instrument? On a le même instrument, mais on va se spécialiser un petit peu dans l'aigu, le grave. Plus les aigus. Voilà, il y a des parties. Dans quoi du coup? Moi, je suis dans l'aigu. Je suis troisième corps, je joue en premier, donc je suis plutôt dans l'aigu. Il y a aussi un corps solo, donc celui qui fait que du premier corps. Voilà. Quand il est là, moi je suis au troisième. Quand il est pas là, je monte au premier. C'est moi le premier et on change. Il y a un deuxième corps jouant troisième corps. Donc lui, c'est le poste intermédiaire. Il va passer du médium au médium aigu. Il est très polyvalent. C'est un poste qui est très intéressant parce qu'il peut vraiment balayer une grande tessiture et il doit savoir un peu tout faire. D'accord, ok. Il y a après deuxième, quatrième et quatrième, deuxième. Là, c'est vraiment les corps graves où on va faire du deuxième corps, on est souvent avec le premier, ou quatrième corps, on est souvent avec le troisième. Voilà, on fait plutôt parfois les fondations, plein de choses différentes. C'est des postes, il y a 4 postes très différents finalement, mais qui sont très intéressants. Alors pour toi, qu'est-ce qu'apporte le corps musicalement parlant? C'est-à-dire pourquoi il se distingue des autres instruments? Tu vas forcément me dire que c'est le meilleur des instruments, mais qu'est-ce qu'il apporte dans une musique ou au sein de l'orchestre tout simplement? C'est le son. Le corps, c'est le son. C'est la qualité du son. Il y a des phrases, les compositeurs aiment le son du corps, pas au fond des bois, mais le son du corps est très très beau. Il est particulier, c'est moins agressif qu'une trompette, c'est plus percutant qu'un trombone et ça passe chez les bois aussi. On est un instrument mi-cuivre, mi-bois. On travaille beaucoup avec les bois qui ont plus de parties véloces à faire et en même temps on fait aussi partie des cuivres où on peut jouer de la section plus épaisse. Et on a beaucoup de solos en fait. C'est ce que je disais tout à l'heure, vous nous entendez tout le temps sans vraiment nous repérer, mais en fait on joue énormément. Et on a plein de très beaux solos, où on entend vraiment le son du corps. Il y a la pavane, par exemple, de Ravel, qui est vraiment... Alors justement, je voulais te proposer qu'on écoute un court extrait d'une œuvre où on entend bien le corps. Et toi, tu me proposes quoi? La pavane, du coup? Oui, pour entendre bien le corps. Ouais. Pavane pour une infante défunte de Maurice Ravel. Et on écoute tout de suite. Vous venez donc d'écouter La pavane pour une infante défunte de Maurice Ravel. Merci Marie. Alors, est-ce qu'il y a des opéras où il n'y a pas du tout de corps d'ailleurs? Est-ce qu'il y a des... Bien sûr. Oui. Oui, il peut y avoir plein de choses sans corps. Là, cette année, sur la programmation, il y a Satyagraha, qui est une pièce, qui est un opéra de Philippe Glass, dans lequel il n'y a pas de corps. Du coup, tu es au chômage technique? Chômage technique. Je fais d'autres choses à côté. J'en fais d'autres. Ouais. Alors, comment ça se déroule qu'il y a une semaine à l'opéra? Comment ça se passe? Quel est ton planning un peu? Comment ça? J'imagine que ça évolue tout le temps, mais voilà. Alors, on a quand même un planning à l'année, ce qui est assez chouette quand on est musicien, parce que c'est pas si souvent finalement. Parce que la programmation est établie de toute façon. Exactement. La programmation est faite très longtemps à l'avance. Pour les chanteurs, tout ça, les chefs, ça se programme 2 à 3 ans à l'avance. Donc c'est vraiment, oui, c'est très. Donc il y a des programmes, on va dire qu'il y a un programme à l'année, et après on peut y avoir quelques ajustements, mais c'est plutôt prédéfini. Après, ça dépend des périodes. Au début, ça commence tranquille, il y a qu'un opéra. Après, on rajoute un petit ballet. Après, on rajoute un opéra. Après, on rajoute un opéra. Et là, après, ça s'accélère beaucoup. Pour l'instant, je dirais que on travaille surtout le soir. Quand on est parti, en fait, parfois, quand on est parti sur les spectacles, on peut travailler que le soir et peu en journée finalement. Donc, ça laisse du temps pour enseigner,
manger, travailler le travail personnel, se reposer, faire autre chose, du yoga, manger, cuisiner. Tu fais pas des journées complètes, quoi. Tu commences pas le matin. Je ne peux pas. Physiquement, je ne peux pas faire ça. Mais quand il y a les journées complètes, entre guillemets, c'est que ça va être une matinée, une après-midi de répétition, ou une après-midi, une soirée de répétition, ou matin et soir, un spectacle le soir. Ça peut. Mon jour le plus dur, entre guillemets, c'est le mercredi parce que c'est mon jour de cours. Si j'ai le matin une répétition, j'enchaîne l'après-midi avec tous mes cours et j'enchaîne le soir avec l'arrêt. Voilà. Et c'est pas facile. Alors même si je ne joue pas forcément tout pendant mes heures de cours, c'est beaucoup d'attention, c'est beaucoup on donne beaucoup sur les cours et c'est vrai que c'est épuisant. Donc souvent le mercredi, quand j'ai des grosses journées, je la sens un peu passer. Pour une œuvre, je dis n'importe quoi, il y a le ballet de Casse-Noisette qui va être joué par exemple à l'opéra. C'est combien d'heures de répétition? Parce que j'imagine que c'est quand même des choses que tu es habitué à jouer. Enfin, j'imagine que c'est un répertoire que tu connais, mais du coup, il faut quand même. Est-ce que le nombre de répétitions varie selon l'œuvre ou non, c'est toujours la même chose? Si, un peu. Alors après, j'ai pas encore beaucoup de recul sur l'opéra, mais ce que je peux dire, c'est sur des opéras, on va avoir quand même deux lectures, je dirais, où on est seul, juste l'orchestre. Après, on va avoir ce qu'on appelle des italiennes, donc de l'orchestre dans une salle normale, avec des chanteurs debout qui font pas de mise en scène, puis juste qui chantent. On met en place la musique. Après, on va avoir des scènes orchestres. Là, on est dans la fosse avec les chanteurs sur scène et voilà, on mélange puis mise en scène, chant, tout, et on règle plein de choses parce que l'acoustique est différente, tout rechange. Et après, une générale et concert. Pour les ballets, c'est un peu plus rapide pour nous, parce qu'on a moins de mise en place chant et musique. On va avoir peut-être une lecture et tout de suite des scènes orchestres, c'est-à-dire qu'on se met en fosse et les danseurs vont danser. Selon le ballet, ça va prendre plus ou moins de répétitions. Un Casse-Noisette, c'est tellement connu et classique que ça ne prend pas tant de répétitions que ça. Mais eux, ils ont beaucoup de répétitions en amont. Nous, on a notre travail en amont et après, on se retrouve, quoi. Voilà. Vous avez un vrai contact quand même avec les autres artistes, les danseurs, les chanteurs, vous arrivez à vous mélanger quand même? Bien sûr, après on a la cantine, tout le monde se retrouve à la cantine le midi. Voilà, c'est un espace qui est immense, l'opéra, donc on rencontre plein de gens, plein de corps de métier, c'est très très intéressant. Et puis les régisseurs, les techniciens, exactement. Il y a tout. Alors c'est vrai qu'en étant en fosse, moi je vais rencontrer plus, aussi les techniciens, les gens qui s'occupent du parc instrumental, voilà. Après les danseurs, je vais les croiser aussi, mais je vais les connaître un petit peu moins, mais on en connaît bien sûr. Tu parles du parc instrumental, t'as ton propre instrument, t'en as plusieurs pour toi? Alors, ou comment ça se passe? Ouais, bonne question aussi ça. Moi j'ai mon instrument à moi. Mais ton personnel? Mon personnel, que j'ai depuis mes études et que j'adore. Que tu joues avec du coup? Que je joue avec, j'ai gagné mes concours avec, je joue avec. Mais quand je fais de la musique de Wagner, par exemple, il y a ce qu'on appelle des Wagner tuba. Des tubaines, c'est des instruments qui sont joués par les cornistes, mais qui ont été créés par Wagner pour ses opéras, parce qu'il voulait certaines choses, certains sons. Donc il a créé ces instruments en plus des cordes. Donc on va avoir 4 cordes et 4 tubaines. Donc moi, quand on fait des Wagner, je joue du tubaine. Donc c'est un instrument que je dois travailler, que je dois développer, que je joue pas souvent, donc il faut vraiment, pour le coup, ça c'est l'instrument de l'opéra, je joue celui de l'opéra. Alors tu joues combien de spectacles par an? Tiens, ça m'intéresse. Alors j'ai fait un petit calcul. Et puis quand on dit spectacle, j'imagine qu'il y a les ballets, l'opéra, il y a aussi peut-être de l'événementiel que vous faites à côté. Peu, tout à fait. Alors je te laisse me dire. Alors de ce que j'ai un peu calculé, il y a en opéra à Bastille, il y a 11 opéras sur l'année. En sachant qu'il va y avoir entre au minimum, je dirais 8-9 à 11-12 représentations par opéra. Opéra Garnier, il va y en avoir 5 des opéras. Les ballets à Bastille, il y en a 4. Alors là, c'est 30 représentations. C'est énorme. Ah ouais, c'est beaucoup. J'exagère pas tous, mais c'est vraiment. Les ballets, c'est ce qui marche le plus par rapport à l'opéra. Les ballets, ça vend beaucoup. Les gens aiment beaucoup. Surtout les fins d'année, il y a toujours un ballet en fin d'année. Oui, il y a un vrai public pour le ballet. Les gens aiment vraiment.
Le ballet à Garnier, il y en a 7. Il y a Ok. plus à Garnier de ballet, du coup. Voilà. Il y a un petit programme musique de chambre tout au long de l'année. Alors, je sais pas totalement le chiffre, je dirais 5 à peut-être 8 concerts par En an. musique de chambre, c'est des petites formations, Exactement. mais qui sont pas dans les grandes salles, du coup. Non, c'est alors plutôt dans si, ça dépend. ça- Il y a l'amphithéâtre à Bastille qui est plus petit, Ouais. mais il y a aussi Garnier. Là, je vais en faire un en D'accord. novembre. Ok. C'est grande salle. Ouais, tout à fait. D'ailleurs, Garnier, Bastille, ton cœur balance ou... J'aime les deux. Bastille, moi, je l'aime beaucoup quand même parce que c'est grand, c'est agréable. On a, pour le musicien, c'est confortable. Ouais. Garnier, c'est un petit peu moins confortable, mais c'est tellement mythique, c'est tellement beau, bah oui. que dès que je me sens un peu fatiguée, je lève la tête et je vois Chagall, donc tout va bien. Ouais, tout va bien. Et après, je termine, on a Ouais, quand vas-y, même dis-moi. 6 concerts symphoniques. Donc D'accord. là, on va jouer à la Philharmonie, dans des salles en Europe. Voilà, on fait quand même des petits... Je parlais tout à l'heure d'événementiel. Est-ce que vous faites des choses, je sais pas, pour les mécènes, pour, Ouais. pour, je sais pas, des assos, je sais pas ce qu'il y a Oui, des choses il y a qui sont des faites. mécènes, tout à fait. Il y a des mécènes à l'opéra. Mhm. Donc, il y a surtout sur les ballets, il y a des représentations spéciales pour les mécènes, avec des galas en plus, les galas de l'école de danse, par exemple. Ouais, d'accord. Là, en ce moment, c'est ce qui se passe à Garnier. Il y a Gisèle, plus le gala de l'école, pour les mécènes, ensuite pour le public, tout ça. Donc, il y a aussi ça. Alors, pour terminer ce podcast, c'est ma petite question rituelle à tous mes invités. Quelle est, toi, ton œuvre, alors je sais que c'est difficile, mais ton œuvre favorite, s'il y a une œuvre que tu aimerais faire découvrir, conseiller à nos auditeurs, qu'est-ce que ça serait? Alors, il y a tellement de choses. je Il y a sais, tellement de je choses. sais. Je pense que ma favorite, ou en tout cas, on va dire une de mes favorites, ça serait. J'adore les Strauss, donc je dirais peut-être Le Chevalier à la Rose, un opéra de Strauss que j'aime beaucoup. Mais j'adore aussi les Wagner. Enfin, j'ai vraiment plein de choses pour faire découvrir. Je dirais peut-être aussi. Peut-être le bel canto un peu au début pour commencer, les Puccini, Qu'est-ce les que Bellini. tu veux qu'on fasse écouter, là, justement? Qu'est-ce qu'on fait écouter? Allez, choisis. Alors, parce que je suis dedans en ce moment, Vas-y. la bohème de Puccini. Eh ben, on écoute tout de suite Voilà. la bohème de Puccini. Marie, merci beaucoup pour toutes les informations que tu nous as données. J'espère que tu as donné envie à plein de musiciens du conservatoire ou d'ailleurs d'aller aussi à l'opéra. Merci beaucoup, puis on te retrouvera prochainement pour une vidéo pour parler du corps, Oui, avec plaisir. pour découvrir en images cet instrument assez étonnant. Merci Marie, à bientôt. Merci David. Au revoir. Au revoir et nous on se retrouve prochainement pour un nouvel épisode. Bye bye.